RTL. La première fois que le général de Gaulle a fait une émission, une télé, la première fois qu'il est passé à la télé, le général de Gaulle était un homme de radio, et donc quand il s'est retrouvé sur le plateau télé, il y a des régisseurs son qui lui ont dit Général, prenez le micro, oui, dites quelque chose. Alors il y avait un régisseur son qui a pris un micro, qui a dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, et il a dit Général, dites quelque chose. Et de Gaulle a dit la France. Ça marche bien, ça va? Bon. Bien, alors je m'appelle Noël Casal, je suis le co-directeur d'une compagnie de théâtre qui est implantée à Bastia. Je suis co-directeur de cette compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre du Commun avec Lisa Terrazzoni. Lisa Terrazzoni qui est sociologue et psychanalyste. Le Théâtre du Commun, implanté à Bastia, a 30 ans cette année, puisque cette compagnie, je l'ai fondée en 1995, et nous travaillons depuis une trentaine d'années. C'est pas trop fort, ça va? Ouais. Et nous travaillons depuis une trentaine d'années, depuis la Corse, évidemment dans toute la Corse, et puis également dans de nombreuses régions françaises, et nous travaillons également un petit peu à l'étranger. Et nous avons toujours eu le souci d'imaginer, de mettre en place des propositions de rencontres par la création de spectacles, par des ateliers de recherche, des ateliers de travail théâtral, par donc la pédagogie, la recherche, la création. On a également souvent travaillé sur des projets qui associent les sciences humaines et les arts du spectacle. Et depuis 30 ans aussi, nous avons toujours été portés par une question qui me semble fondamentale quand on fait du théâtre: à qui on s'adresse, pourquoi et comment. Donc, depuis une trentaine d'années, on a aussi, à partir de cette question-là, mis en place beaucoup de projets qui s'adressent à différentes populations, que ce soit ici ou ailleurs. Mais néanmoins, je dirais depuis quelques années, et a fortiori depuis le 2020, depuis que le monde a été mis de nouveau à terre, depuis 2020, depuis la crise sanitaire, politique, sociale, morale que nous traversons depuis 5 ans, on est encore plus volontariste, on est très volontariste pour proposer encore plus des projets à l'adresse des hommes et des femmes qui sont éloignés des lieux de culture, qui sont éloignés des pratiques artistiques, ce qui nous amène à travailler, par exemple, ne serait-ce que par exemple en Corse, de plus en plus dans le rural, en montagne, dans les villages. Et voilà. Donc c'est dans ce souci-là et dans cet élan dans lequel nous sommes, et dans ce projet depuis le Théâtre du Commun depuis 30 ans, que nous avons imaginé cette rencontre aujourd'hui. Alors avant-hier, elle a eu lieu à Bastia, avec Bruno Takels, à partir de son dernier livre sur le philosophe allemand, au sujet du philosophe allemand Walter Benjamin. Alors, Bruno Takels est philosophe, il est essayiste, dramaturge, il est également un homme de radio, puisque pendant plusieurs années, Bruno a travaillé à France Culture et il a créé à France Culture des émissions qu'on peut écouter dans les archives de France Culture, qui sont vraiment magnifiques. Donc également homme de radio. Bruno travaille, j'ai appris ça à Bastia, je croyais que tu travaillais sur Walter Benjamin depuis une trentaine d'années, mais à Bastia, j'ai appris, en même temps que le public, que Bruno travaille l'œuvre de Walter Benjamin depuis 40 ans, depuis 39 ans exactement, et il nous en parlera, et il a publié de nombreux livres sur l'œuvre de Walter Benjamin. Personnellement, j'ai découvert son travail d'écriture, de recherche par les nombreux essais qu'il a écrits sur le théâtre, et notamment sur les grands maîtres, sur quelques grands maîtres du théâtre européen.
Je pense à Vassiliev, à Romeo Castellucci, à Rodrigo Garcia, François Tanguy, le théâtre du Radeau. Le tout premier, c'était Didier Gabili, dans les années 90. Pippo Del Bono, que grâce à Marie-Jeanne Nigol, on avait pu accueillir à Ajaccio dans les années 2000. C'était la grande époque de l'âge d'or de la politique culturelle d'Ajaccio. On accueillait Pippo Del Bono. J'en oublie pas, je pense qu'il y a eu peut-être le Théâtre du Soleil aussi. Et il y a eu le Théâtre du Soleil, il y a Rennes Mouchkine, le Théâtre du Soleil, donc de nombreux essais. J'ai découvert le travail d'écriture de Bruno par le théâtre, voilà. Et maintenant par la philosophie et par Walter Benjamin. Et voilà, donc la proposition d'accueillir Bruno en Corse, Bruno qui fait une tournée promotionnelle en France de ses livres, qui était il y a pas longtemps à Port-Bou, là où pas loin de là où Walter Benjamin est mort. Donc Bruno qui vient de Bogota, parce que tu en parleras, Bruno vit maintenant et travaille depuis plusieurs années en Colombie. Et voilà, à l'occasion de sa venue en France pour la sortie de son livre, on s'est dit il faut absolument essayer de l'inviter en Corse. Et puis, à la mesure de notre échelle, de ce qu'on peut faire nous en Corse, le Théâtre du Commun, avec un partenaire aussi formidable que Racine de Ciel, voilà, faire découvrir un petit peu. Alors certains, on connaît plus ou moins Walter Benjamin de nom, mais faire découvrir Walter Benjamin, le faire découvrir, essayer le temps d'une rencontre de réfléchir avec ce que Walter Benjamin a créé, inventé, écrit, etc. Et puis après, si le cœur vous en dit, de repartir avec un livre pour en savoir plus. Voilà. Et puis d'autres connaissent bien Walter Benjamin, mais on s'est dit, voilà, à l'échelle de 3 rencontres, Bastia, Ajaccio, et puis demain soir à Volpaggio, là, avec dans le centre Artello, on a organisé ces 3 rencontres-là. Voilà. Alors, peut-être maintenant je vais passer la parole à Bruno, après cette longue introduction, entrée en matière. Peut-être Bruno, pour te présenter, parce que je t'ai présenté assez sommairement, est-ce que tu veux bien donc, commencer par nous dire quelque chose de ton travail au sujet de Benjamin depuis 40 ans? Comment tu as rencontré Benjamin? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Noël pour ces mots d'introduction. Merci à Michel et merci évidemment à toute l'équipe de Racine de Ciel et toute l'équipe du musée pour nous accueillir dans ce lieu impressionnant quand même. Faut le dire, c'est juste pas pareil de parler dans une galerie où on a tout le poids de l'histoire là qui se déverse que de parler dans une bibliothèque ou dans un café. C'est évidemment des espaces différents. Mais on va assumer, et je suis sûr que la conversation aura à voir avec ce lieu, parce que comme dit Benjamin, les lieux modèlent les êtres humains et ne nous laissent pas indemnes. Alors oui, j'ai rencontré Walter Benjamin il y a 39 ans, en 1986. C'est assez drôle, c'était un moment où nous étions en train de mettre à la porte le dernier ministre de l'Éducation nationale mis à la porte sous la Ve République, M. Devaquet, qui déjà en voulait beaucoup de mal à l'université. Et pendant ce temps-là, donc j'étais un jeune étudiant, et j'arrivais à Strasbourg, et en réalité pas du tout pour Walter Benjamin, parce que venant de Bruxelles, où je suis né, j'avais vu arriver un philosophe, Philippe Lacoue-Labarthe, et il est venu faire une conférence sur Heidegger, Martin Heidegger, avec cette question toute simple et si massive: comment est-il possible que le plus grand philosophe allemand du XXe siècle, c'est ainsi qu'on le qualifiait à l'époque, puisse être à la fois l'agent, plus que l'agent, le propagateur et du nazisme en cours, jusqu'à devenir recteur de l'université de Fribourg en 1933. C'était une question qui le taraudait, qui le minait peut-être même. Et du coup, quand j'arrive en 86, ça faisait des années qu'il travaillait sur Heidegger. Il travaillait avec Jean-Luc Nancy, dans une espèce de couple philosophique assez, organique. Et soudain, ils se séparent, philosophiquement. Et comme une forme d'antidote à cette pensée si toxique, finalement, qu'est celle de Heidegger, Lacoue-Labarthe commence un séminaire sur le tout premier texte de Walter Benjamin, sur la Genèse, le premier livre de la Genèse, sur le langage en général et sur le langage en particulier. Texte qui doit faire une 12aine de pages et que nous avons lu en 4 semestres. 4 semestres. Voilà. Et ça dit déjà quelque chose de Benjamin, c'est-à-dire au fond l'idée que l'étude
l'étude est nécessairement talmudique. C'est-à-dire que lire un texte, c'est relire, re-relire, et que chaque couche de sens que révèle une lecture vient se superposer à la précédente et créer comme un nouveau texte. Et depuis, effectivement, donc depuis cette date de 86, je n'ai pas quitté Walter Benjamin, au point que mon projet d'une thèse qui avait pour but d'organiser la confrontation entre Heidegger et Benjamin, qui n'a jamais eu lieu. Il faut quand même s'imaginer qu'ils sont dans la même ville, à Fribourg, et Benjamin sait parfaitement qui est Heidegger, et il a le projet, ça on en a des traces très précises, de démolir Heidegger. C'est son mot, démolir Heidegger. Mais la force d'attraction de Benjamin a été plus forte, ce projet finalement est toujours à venir, et j'ai dédié effectivement beaucoup d'années à son travail, à sa pensée, à exhumer des textes aussi. Et oui, je dois dire que ce cheminement de pratiquement 40 ans, au jour d'aujourd'hui, est à peu près terminé. Voilà. J'ose espérer que je suis en train de passer à autre chose. Et oui, et que peut-être je reprendrai la parole davantage en mon nom, parce que c'est sûr que porter la parole d'un autre, c'est important, mais c'est peut-être pas la seule chose que j'ai envie de faire dans la vie. Alors, il me revient une question qui m'est venue à l'esprit à Bastia avant-hier, qui ne m'était jamais venue à l'esprit alors que j'ai lu beaucoup de choses que tu as écrites sur Benjamin. Je la repose parce que je trouve qu'on est devant un nouveau public. Quels ont été les rapports? Parce que avant-hier, je me suis dit, mais oui, quels ont été les rapports de Benjamin, juif allemand, et de Heidegger, chantre du national-socialisme, mis en place à Fribourg par les nazis, et au-dessus de ça, évidemment, Hannah Arendt, qui est étudiante d'Heidegger, et puis qui deviendra sa maîtresse. Bon. Hannah Arendt qui est la cousine de Benjamin. Elle est la cousine de Walter Benjamin, Hannah Arendt. Quels étaient leurs rapports, je dirais, de travail, de philosophe à philosophe? Alors, il n'y a pas un rapport direct et symétrique, puisque Benjamin était jeune étudiant, mais Heidegger, lui, avait déjà publié de nombreux textes, et notamment le fameux Sein und Zeit, Être et temps, comme son œuvre fondatrice, et Benjamin d'emblée sent le danger. Enfin, cette phrase, il me faut me confronter à Heidegger et démolir cette pensée, c'est vraiment le signe qu'il a compris que c'était une pensée extrêmement dangereuse. Mais néanmoins, ça c'est un petit peu l'objet de ce texte à venir dont je viens de vous parler, ils ont énormément de points communs, puisqu'au fond, ils sont tous les deux en train de repenser complètement l'histoire, de considérer que la façon dont nous pensons l'histoire ne fait pas droit à ce qu'est l'histoire des hommes, et surtout, ils ont un intérêt commun sur la technique, sur le monde technique. Bien sûr, l'un et l'autre ne le prenant pas du tout de la même façon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont à une croisée de chemin, et c'est une expression de Benjamin. Et il dit qu'à cette croisée des chemins, on peut aller ou vers le fascisme, comme le fait Heidegger, dit-il, ou vers le surréalisme, ce que fera Benjamin. Donc voilà, il y a une croisée de chemin, et à l'évidence, ils se sont beaucoup séparés, mais c'est sûr qu'il y a un dialogue souterrain, non réalisé, qui serait passionnant de révéler. Mais peut-être c'est bon de faire un petit portrait de Benjamin avant de rentrer dans le... C'est ce que je vais te proposer, oui. De situer Benjamin, un peu, oui. De le situer précisément dans son époque, dans son temps, etc. Donc tout simplement, les dates. Il est né en 1892, dans cette Allemagne extrêmement pesante, dans la grande bourgeoisie de Berlin. Il va mourir en 1940, tout début de la guerre. Et il va, entre les deux, avoir une vie extrêmement courte, à l'évidence, mais extrêmement intense aussi. Extrêmement intense, tant dans sa pratique du voyage, puisque Benjamin est un voyageur impénitent, on pourrait dire, à une époque où le voyage n'est absolument pas du tout constitué comme il existe aujourd'hui. Autrement dit, voyager est vraiment une expédition. C'est très compliqué d'aller de Berlin à Moscou, de Paris à Barcelone. Il est sans cesse sur les routes. Et effectivement, beaucoup, nous allons y venir pour voir du théâtre. Autrement dit, il est vraiment aux aguets, à l'affût de ce qui se passe, des inventions, des nouvelles formes. Et il va avoir très très rapidement une attraction pour la ville de Paris. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a un grand intérêt pour Benjamin depuis les années 80. Je me souviens très bien que c'était déjà le cas, et ça n'a fait qu'augmenter, parce qu'effectivement, c'est un philosophe allemand
extrêmement francophile et qui, plus que ça, considère la ville de Paris, finalement, comme une espèce de concentré de la modernité. Il considère qu'à Paris, en lisant la ville de Paris, parce que Benjamin est un lecteur, mais pas seulement un lecteur de texte, c'est aussi, et ça c'est sa grande spécificité, un lecteur de ville. C'est-à-dire qu'au fond, il considère les villes comme des livres, de façon littérale. C'est les rues d'une ville, les murs, les places, ce sont des pages ou des chapitres d'une ville. Et il va mettre au point d'ailleurs des techniques extrêmement précises de lecture des villes, sous un terme qui en français peut paraître un peu bateau, c'est la flânerie. La flânerie, mais alors pas du tout au sens de la flânerie bourgeoise, le divertissement, au contraire, la flânerie comme un art, la flânerie comme une technique de compréhension des villes, et une compréhension des villes en prenant à rebrousse-poil finalement ce que sont les villes dans leur côté monumental. L'idée qu'une ville est constituée de monuments. Voilà une idée qui va complètement mettre à bas en disant que ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière les monuments ou à côté des monuments. Prenant à rebrousse-poil finalement toute l'histoire monumentale dont il dit qu'elle est toujours faite au nom des vainqueurs et pour parler des vainqueurs. Et ce qui l'intéresse lui, c'est justement ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui ne l'ont plus. Et il considère que les villes sont extrêmement chargées de cette histoire que l'on ne raconte jamais. Pour prendre un exemple tout simple, il fait quelques flâneries dans les rues de Bastia, et c'est tout à fait stupéfiant. Évidemment, si vous regardez tout droit, vous ne le voyez pas. En général, le touriste regarde devant lui, et le flâneur benjaminien regarde en oblique, latéralement. Et là, soudain, on voit sur les murs, dans les cours, dans les enfilades de toutes ces choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas faites pour être visibles, et qui soudain révèlent des choses de la ville. Par exemple, à Bastia, l'art du graffiti, je ne parle pas du graffiti de l'art lui-même, mais le fait simplement d'écrire quelque chose sur un mur, c'est une révélation de la ville. Ce sont des couches, dit-il, qu'il faut révéler un peu à la manière photographique et qui disent énormément de l'histoire d'une ville. Je crois qu'on pourrait le dire maintenant au fond, puisque je parle de voyage et de ville. Walter Benjamin donc a voyagé vraiment dans toute l'Europe. C'est un scoop. C'est un scoop. Un vrai scoop. En réalité, c'en est pas un, parce que c'est publié dans mon livre, mais c'est là qu'on voit, et ça c'est tout à fait la pensée de l'histoire de Benjamin, il considère que les choses doivent être écrites, que le commentateur peut paraître faire un travail modeste, ingrat, peu intéressant, mais il considère que le fait de commenter, c'est une façon de protéger, de mettre sous pli les secrets de l'histoire qui ne sont pas audibles à l'époque où ils existent et qui vont être révélés, qui vont être entendus, qui vont retrouver une existence plus tard. Plus tard, alors on ne sait pas quand est ce plus tard, il semblerait que ce soit aujourd'hui, pour vous raconter que Benjamin est venu en Corse. Et oui, c'est pas une fake news, il est venu en Corse. C'est en 1926, il est au Lavandou avec la famille Brecht, Bertolt Brecht et Helen Weigel. Ils sont, il y a une photo magnifique, on les voit sur la plage. Benjamin, qui est un voyageur, un flâneur, je l'ai dit, il faut vraiment dire que le mot flâneur ne va pas, quoi. En espagnol, c'est magnifique, callejear, callejeada, ce qui littéralement veut dire prendre la rue, faire la rue, c'est-à-dire en faire la pute. Il y a quelque chose vraiment de la prostitution, d'un geste de prostitution. Benjamin considérait que les prostituées et les écrivains avaient beaucoup en commun. Et donc, voilà, il prenait la rue, il prenait les villes comme on prend des femmes, dit-il, c'est son expression. Et il part à Monte-Carlo, jouer au casino. Il aimait ça, il aimait beaucoup jouer. Et il gagne beaucoup d'argent. Il le rejoue aussitôt, perd une grande partie de cet argent, mais il lui reste quand même suffisamment d'argent pour financer une excursion. Alors là, je cite Scholem, c'est Gershom Scholem, le grand ami, le grand complice de Walter Benjamin, grâce à qui nous savons ça, puisqu'il relate dans cette espèce de portrait de Walter Benjamin qu'il fait, ou le portrait de leur relation, portrait de leur amitié, qui s'appelle Histoire d'une amitié. Et donc, de Monte-Carlo, il part d'Antibes, il prend l'avion, et il arrive à Ajaccio. Il faut imaginer qu'on est en 1926. C'est-à-dire que ce ne sont pas des avions, comme le disait très justement Noël, c'est plutôt des 2 chevaux volantes. Il n'y a pas de toit, c'est ouvert. Et des grosses lunettes. Et ça me faisait penser à cette bande dessinée que
qu'on regarde à la télévision quand on était petit, Satanas et Diabolo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un peu ça, au fond. Donc, il faut quand même imaginer que ce philosophe, cet intellectuel, dont l'image qui reste ne rend pas compte de ce qu'il est, parce que c'est vrai il donne cette impression d'être un peu pâteau, de pas savoir quoi faire de son corps, d'être une espèce de... Et en fait, c'est vrai, ça c'est incontestable, mais ça n'empêchait qu'il avait une espèce de vitalité incroyable et même d'esprit aventurier. Enfin, prendre un avion en 1926, voilà, il l'a fait. Et selon Scholem, ce voyage l'a absolument ébloui. Il a été ébloui par le pays, ébloui par les paysages, et pas seulement les paysages en tant que la géographie du territoire, mais le paysage en tant qu'il recèle différentes bulles de temporalité. C'est-à-dire un paysage qui est fait de temps suspendu et qui n'est justement pas uniforme. C'est vraiment la grande idée de Benjamin que l'histoire n'est pas linéaire. Il n'y a rien de... C'est pas un flèche. Ce qu'on apprend en histoire avec cette fameuse flèche du temps, c'est pour lui une vision totalement absurde qui ne correspond pas à la réalité. Et il voit en Corse qu'il y a au fond une espèce de multiplicité de couches de temporalité. De la plus moderne, bien évidemment, il arrive en avion, à la plus archaïque. Et c'est également une analyse qu'il fait de l'île d'Ibiza, comme par hasard. Et il y a une troisième île qui va compter beaucoup pour lui, c'est Capri. Donc visiblement, les îles sont pour lui des objets d'étude, on pourrait dire, des objets d'analyse très très intéressants, parce que il y voit une multiplicité de temps. Et alors ça me fait, quand j'ai relu ça l'autre jour, je me suis vraiment vu dans ma vallée en Colombie, sur la cordillère orientale, qui n'est pas du tout une ville, qui est vraiment un monde à part, un monde qui pourrait avoir avec les villages corses, bien que ce soit pas du tout la même architecture, pas du tout les mêmes structures. Mais oui, ils ont ceci en commun que dans ma vallée, par exemple, il y a une partie des gens qui vivent encore au 19e, une autre qui sont au 20e, et une autre encore qui sont au 21e, ou des gens qui, dans leur journée, passent du 19e au 21e, d'une façon assez stupéfiante. Et pour terminer sur Benjamin en Corse, le beau voyage qu'il fait, et donc il relate à Scholem, en réalité se termine extrêmement mal, parce qu'il lui arrive un drame, c'est qu'il perd sa sacoche, il perd sa mallette dans laquelle il avait des manuscrits, des copies, mais qui à l'époque ont valeur de manuscrits. Il a cette phrase terrible, il dit les conditions qui nous sont faites à nous écrivains dans ces sombres temps font que la moindre copie prend la valeur d'un original. C'est dire à quel point nous sommes revenus à un temps médiéval, c'est-à-dire à l'époque des copistes, des moines copistes. Et c'est vrai que Benjamin avait une espèce d'obsession pour la sauvegarde de ses textes. Il faut évidemment imaginer qu'à l'époque, les moyens de reproduction étaient très faibles et que, par conséquent, on utilisait les calques, les papiers carbone, ou alors le système tout simple de la copie manuelle. Et Benjamin faisait systématiquement des copies manuelles de ses textes qu'il envoyait à Gérard Scholem, que j'ai déjà nommé, qui lui se trouvait en Palestine, à Jérusalem, qu'on appelait à l'époque la Palestine, bien évidemment. Il arrive en Palestine, Scholem, et évidemment son premier souhait, c'est de faire venir Benjamin. Il pense que Benjamin n'est pas à l'abri à Paris. Et Benjamin, pour les raisons que j'ai dites, se sent incapable de quitter Paris. À tel point d'ailleurs que le jour où il quittera Paris, par nécessité, parce que les Allemands arrivent, il quittera la ville le matin du jour de l'arrivée des Allemands à Paris. C'est vous dire à quel point il croyait que Paris était un refuge, que Paris le protégeait, qu'il ne pouvait rien lui arriver s'il était à Paris. Et donc, tous ces textes systématiques, il n'arrivera jamais en Palestine, mais il y a cette histoire d'amitié magnifique qui fait que tous ces textes, par copie, envoyés par la poste, vont arriver à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle nous avons autant de textes de Benjamin. À aucun moment, il a quasiment rien perdu, sauf en Corse, où précisément il a perdu la version la plus avancée de son recueil d'essais qui s'appelle Sens unique. Fort heureusement, il avait une deuxième copie presque aussi complète, dit Scholem, donc là, la perte n'est pas grande. Mais par contre, il a perdu des années de travail, un travail qu'il appelait études préliminaires à la politique. Il me semble qu'on en aurait bien besoin. Et ce texte, plutôt cette série de notes, ce travail en cours est complètement perdu, à jamais, à moins qu'il existe quelque part.
je ne peux pas fermer la porte complètement. Il existe peut-être quelque part. Voilà. Pour terminer sur la mallette perdue, il y a un mythe, parce que Benjamin, c'est une pensée très puissante, mais c'est aussi un mythe, à l'assez mauvais sens du mot, puisque Benjamin dit, tant qu'il y aura un mythe, il y aura des mendiants. Hein, des mendiants. Et le mythe de la mallette de Benjamin à Port-Bou est tenace, parce qu'il y a régulièrement, là j'étais en effet dans le sud de la France, 4 personnes sont venues me demander, avons-nous des nouvelles de la mallette? Laquelle mallette, je l'explique bien dans mon livre, a été parfaitement identifiée, retrouvée, elle était tout simplement dans sa chambre. Alors tout est parti de l'idée qu'une des personnes qui passait avec Benjamin, quand elle a fait le récit, quand elle a témoigné de cette fameuse traversée des Pyrénées, a dit que Benjamin était totalement terrorisé à l'idée de perdre sa mallette. Bon. Ce qu'on peut parfaitement comprendre au vu de ce que je viens de dire, puisque les textes, même si c'était des copies, sont des originaux et sont des trésors en fait. Cette mallette est parfaitement identifiée puisqu'on va la retrouver dans la chambre où il s'est suicidé, donc à Port-Bou, en septembre 1940. Et ensuite, cette mallette, bien évidemment, la police arrive, la garde civile espagnole, et cette mallette termine bien sûr au greffe du tribunal de Figueras, où l'on a, par définition, la description très précise de ce qu'il y avait dans cette mallette, jusqu'au nombre de Deutschmark. Deutschmark avec lesquels on va payer la niche dans le cimetière de Port-Bou. Il n'y en avait pas beaucoup des Deutschmark, et du coup la niche, elle était payée pour 5 ans, 1940-1945. En 45, il y a un afflux de morts liés à la guerre en Espagne, et donc on enlève le corps, et il est jeté dans la fosse commune, où je suis allé, alors j'étais avec des amis spécialistes, comme on dit, qui donc m'ont indiqué très précisément, je n'avais pas cette donnée, qui ont localisé très précisément la fosse commune. Et la très belle chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, le petit ravin où on a jeté le corps, au-dessus de ce petit ravin, il y a un olivier. Or, il se fait que dans ma biographie, aujourd'hui, je suis en Colombie pour écrire mes livres, ça c'est sûr, et dans de très bonnes conditions, c'est sûr, mais aussi avec un projet de reforestation, et un projet de reforestation par l'olivier. Voilà. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui s'expliquent, quoi. Voilà. Et donc cette valise, même si on sait ce qu'il y a dedans, alors pour être très précis, donc il y a eu un mythe qui s'est construit sur l'idée, il y a un texte fondamental de Walter Benjamin qu'il avait dans cette mallette et qui donc aurait été perdu. Et ça a engendré pendant des décennies. Hein, il y a une équipe qui faisait quand même le chemin à toutes les saisons en se disant peut-être que la végétation, en changeant, va la faire apparaître. Enfin, il y a eu vraiment un fantasme absolu de cette mallette perdue. Encore une fois, dont on connaît exactement le contenu. Et il y avait en effet un texte, puisque dans le greffe du tribunal, il est écrit une douzaine de feuillets, une quinzaine de feuillets, ce qui correspond très exactement au tout dernier texte de Benjamin sur le concept d'histoire, comme son testament, dont, par définition, il avait une copie et qui pour lui était ultra précieuse, mais qui est évidemment disponible, et donc il n'y a pas de mythe de la valise à Port-Bou. Mais effectivement, pourrait-on le dire pour la Corse, je laisse ouverte la question. Alors pour la Corse, on a arrêté de jouer à Euro-Million. Et puis si vous trouvez la mallette, on gagne vraiment le gros lot. Pendant qu'elle est quelque part encore, cette mallette, qu'est-ce qu'elle est devenue? Un petit mot sur ce qui... Ouais. Je dis pas ça seulement en termes de boutade, il serait vraiment intéressant de s'intéresser à ce séjour et surtout de réfléchir à ce que c'est que l'histoire du tourisme en Corse et donc qu'est-ce qui se passe dans ces années-là, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'arriver en Corse en 1926 et faire une excursion. Voilà, il me semble que là, il y a pour le coup une piste de travail passionnante. Et hier, une recherche rapide vous a fait découvrir qu'il y a eu quelques liaisons aériennes entre Antibes et Ajaccio dans cette année 1926, avec effectivement des avions où les passagers étaient en plein air. On les encapuchonnait, on leur donnait des lunettes et puis il y avait quelques-uns à traverser. À propos des voyages de Benjamin, puis on va en arriver à Benjamin et le théâtre, mais à propos des voyages de Benjamin, ce que j'ai découvert en me replongeant dans Benjamin et puis dans tes livres, Bruno, c'est que c'est un voyageur complètement désargenté. Parce que quand j'ai découvert Benjamin il y a longtemps, une famille riche, bourgeoise, juive, allemande depuis longtemps, etc., il est dans l'aisance, enfant, adolescent, jeune homme, il est dans l'aisance, mais à partir du moment où il commence à voyager
et où commence pour lui, tout en voyageant, quand même toute une série de rencontres malencontreuses, beaucoup d'échecs, échecs avec l'université, échecs avec certaines de ses publications, avec la montée du nazisme. C'était un voyageur, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que c'est un voyageur qui est de plus en plus désargenté et qui est hébergé chez des gens, qui a, que ce soit à Capri, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit à Ibiza, il est chez des gens. Mais néanmoins, malgré les difficultés qui sont de plus en plus grandes, il n'arrêtera jamais de voyager, que ce soit pour aller dans toute l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est un voyageur désargenté. Et en revanche, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est addict au jeu et qui joue au casino. Il joue 3 sous, il en gagne 50 000, il les dépense, il joue ça. Donc, le rapport à l'argent, voilà. Le rapport à l'argent, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, elle vient d'une famille de la grande bourgeoisie berlinoise. Son père est marchand d'art, mais son père va faire faillite. Ça va être la première marche de la chute, puisqu'il ne peut plus compter sur l'argent de sa famille pour vivre. Benjamin a vraiment considéré qu'il était un héritier de ce qu'on appelle les hommes de lettres. Les hommes de lettres, comme La Rochefoucauld, comme Montaigne, qui sont des gens, selon sa définition, qui cherchent à produire leur travail en ayant la maîtrise complète des conditions de production de ce travail, c'est-à-dire en ne dépendant absolument d'aucune autorité, qu'elle soit religieuse, ecclésiastique, qu'elle soit royale, qu'elle soit plus tard de la grande bourgeoisie, les précepteurs, par exemple. Donc, chaque fois qu'un écrivain au fond tente de survivre et de faire son travail, il est effectivement soumis au régime finalement d'un lien de subordination, puisqu'il dépend de quelqu'un. Et donc l'homme de lettres, c'est l'écrivain qui tente d'obtenir une autonomie maximale pour développer son travail en n'ayant aucune dépendance, en ne devant rien à personne. Et c'est ce qui va effectivement l'amener à ce choix-là, ce choix tellement radical va l'amener effectivement à être à certains moments très pauvre. Mais je dirais que Benjamin, probablement par son origine, mais surtout par cette manière au fond de vivre toujours avec art, quelle que soit la situation, de répondre à la vie par l'art, il était quand même toujours extrêmement, dandy, on pourrait dire, et même s'il avait pas beaucoup d'argent, il était capable de le claquer dans un grand restaurant. Et effectivement, de jouer cet argent au casino. Scholem lui avait obtenu une bourse pour apprendre, il s'est mis à apprendre l'hébreu. Il a reçu l'intégralité de la bourse parce qu'il a convaincu le recteur de l'université, de la toute nouvelle université de Jérusalem, de lui envoyer la totalité de la bourse. Effectivement, cette bourse, il l'a dilapidée au jeu. Il l'a dilapidée dans des casinos. Il avait un rapport à l'argent, on pourrait dire assez pathologique, mais d'une pathologie tout à fait intéressante. Justement, la pathologie en ce sens que rien ne pouvait venir brider sa liberté, et certainement pas l'argent. Alors, pour en venir au rapport de Benjamin et du théâtre, au fil de tes presque 40 années de travail dans l'œuvre de Benjamin, à quel moment t'es-tu rendu compte que sa relation au théâtre était extrêmement importante, qu'il avait écrit des textes très importants pour le théâtre, pour le théâtre, qu'il avait rencontré des grands maîtres de son temps. Il est évidemment les années 10, les années 20, les années 30, entre la Russie et l'Allemagne, c'est une époque extraordinaire pour l'histoire du théâtre. Toi, Bruno, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait peut-être parler de ça, du rapport de Benjamin et du théâtre? À la fin, c'est-à-dire maintenant. Je me l'explique pas très bien. Et pourtant, ma thèse de doctorat, c'est sur le concept d'aura. Donc, alors vraiment quelque chose qui aurait pu m'amener vers cette découverte. Mais pour le dire très simplement, Benjamin est un critique théâtral, dans le sens le plus conventionnel qui soit. J'ai toujours dit, je l'ai écrit dans la biographie, qu'il n'avait eu, pour les raisons qu'on vient de dire, aucune assise sociale, aucun rapport finalement au monde salarié, à part la radio, où là pendant 3-4 ans, il va être vraiment salarié par la radio de Francfort et de Berlin qui est en train de s'inventer, et il va vraiment faire de la radio. Et là, on est devant un paradoxe incroyable, qui est que Benjamin, le grand ami de Brecht, philosophe, est celui qui va faire de la radio, tandis que Brecht,
l'homme de plateau, l'homme de pratique, l'homme d'action, est finalement celui qui va théoriser la radio. Il va en faire un peu, mais pas beaucoup. Il y a comme ça une espèce d'inversion assez étonnante qui fait que Benjamin, oui, est vraiment un homme de radio. Mais c'est aussi un critique théâtral dans le sens le plus traditionnel, c'est-à-dire qu'il va tout le temps au théâtre et il y va pas avec n'importe quelle fonction. Il est quand même, je dirais aujourd'hui, pigiste pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est-à-dire un des plus grands journaux allemands, un journal de référence, on dirait Le Monde ici. Donc effectivement, c'est très tardivement que j'ai découvert ça, alors que moi-même, j'ai finalement suivi un parcours assez parallèle en mêlant philosophie et théâtre, en me rapprochant du théâtre pour comprendre quelque chose de la philosophie, et en particulier de celle de Benjamin. Mais jamais je n'aurais formulé les choses comme ça. Et c'est mon éditeur, Michel parlait des Solitaires Intempestifs, qui est effectivement une maison importante maintenant, et surtout une maison qui part de rien. Moi, quand j'ai commencé à écrire des livres avec les Solitaires Intempestifs, il y avait une vingtaine de titres, pas plus. Et c'est beau de rendre un hommage à cette maison. Ces 20 titres, en fait, ont été produits par Jean-Luc Lagarce, qui était déjà extrêmement malade, et qui allait mourir quelques années plus tard du sida, et qui n'arrivait pas à défendre, promotionner ses textes, qui ne recevait pas d'écho de la part de la profession théâtrale, ce qui l'a quand même obligé à jouer le malade imaginaire pour gagner de l'argent, enfin pour faire tourner la compagnie en étant lui-même malade, vraiment malade, ce qui est quand même une cruauté inouïe. Et donc, dans un geste un peu désespéré et magnifique, Jean-Luc Lagarce a dit, l'argent de la compagnie, on va la mettre dans la maison d'édition. Et parce que cette colère qu'il avait n'était pas que la sienne. Il voyait son ami Olivier Py, son ami Pascal Rambert, qui quand même aujourd'hui sont Pascal Rambert qui tourne dans tous les pays du monde. Il trouvait pas éditeur. Et donc, il a mis toute son énergie à construire cette toute petite maison. Si vous regardez bien en dessous, ce sont des comédiens avec leurs valises, justement. On revient au thème de la valise. Et Jean-Luc meurt. Et François Berreur, qui est son assistant à l'époque, se sent comme investi d'un héritage et dit cette maison, faut la faire vivre. Et aujourd'hui, c'est une maison dans la niche, évidemment, de l'édition théâtrale, hein, mais c'est quand même une des maisons les plus importantes. Et je peux vous annoncer officiellement, puisque ça a une semaine maintenant, que la maison vient d'être achetée, l'actionnaire majoritaire devient Madrigal, c'est-à-dire Gallimard. Voilà, donc nous sommes maintenant abrités dans une belle et grande maison, et je trouve que c'est le plus bel hommage qu'on aurait pu imaginer, plus qu'un hommage. Enfin, ça donne vraiment raison à Jean-Luc Lagarce, et donc ça dit quand même qu'il y a des fois il faut désobéir. Donc deux scoops dans la soirée. Benjamin a perdu une mallette et donc, les Solitaires sont rachetés par Gallimard. Et donc, pour te répondre sur ta question, François Berreur, donc avec qui je travaille depuis maintenant 25 ans, m'a dit il y a 5 ans à peu près, Bruno, qu'est-ce qui se passe avec Walter Benjamin? Je trouve beaucoup de gens le citent, il y a quand même une espèce ça devient presque un mantra, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes phrases qui sont convoquées. Qu'est-ce que Benjamin vraiment a pensé du théâtre? Et je lui réponds dans cette conversation de façon assez naturelle, spontanée, le rapport à Brecht. C'est un compagnon de route de Bertolt Brecht. Il y a des textes très importants sur Brecht. Il a accompagné tout le travail de Brecht, c'est-à-dire qu'il voit l'œuvre surgir décennie par décennie. Malheureusement, pas toutes les décennies de Brecht, mais les années 20, les années 30, il est vraiment une sorte de spectateur privilégié et il va écrire des essais formidables qui ont déjà été traduits et très bien traduits par Philippe Vernel. Puis je rentre chez moi et je me dis, c'est pas une bonne réponse, et surtout je me dis, j'ai oublié de lui parler d'Asia Lassis, qui est donc l'amour absolu de Benjamin, celle qui vraiment a irradié sa vie et pour laquelle il a fait vraiment, on pourrait dire, des folies, et qu'il a rencontré sur l'île de Capri, et qui est donc une grande metteuse en scène, une grande actrice, et surtout une grande expérimentatrice, on en dira peut-être un mot plus tard, expérimentatrice de nouvelles manières de faire du théâtre et de nouvelles manières de s'adresser, comme tu le disais, à des publics de théâtre, puisque Asia Lassis, pour le dire en 2 mots, alors qu'elle aurait pu on lui ouvrait des ponts en or, enfin, elle était quasiment nommée directrice du Théâtre National de Riga, et elle refuse ce poste en disant qu'elle ne peut pas rentrer dans un théâtre tant que devant le théâtre ou derrière le théâtre, il y a non pas des dizaines, non pas des centaines, mais des milliers d'orphelins de la guerre. Nous sommes en 19, orphelins de la guerre qui sont livrés à eux-mêmes
et qui se transforment en bandes extrêmement dangereuses, qui volent, qui violent parfois, qui tuent même dans certains cas. Ça a été vraiment un fléau social très dans tous les pays d'Europe que les soviétiques ont réglé en les internant dans des centres, dans des foyers pour ces orphelins. Et à Selassie, dans cette situation, on dit c'est pas possible, on peut pas faire du théâtre d'un côté en se fermant à cette situation, alors que devant nous, il y a ce drame absolu, ce drame social absolu, face auquel nous sommes impuissants. Et elle comprend très bien que ces foyers pour enfants, c'est en fait des mouroirs. On les enferme et elle dit que que ces jeunes garçons, que ces jeunes enfants, on respire par leurs yeux la vieillesse, que ce sont des petits vieillards. Et donc, elle considère qu'évidemment, il faut pas les enfermer, mais elle n'a pas d'autre choix que de s'installer dans ces structures de foyers pour orphelins. Et à partir de là, elle va mettre en place un théâtre militant, prenez un théâtre comme arme, destiné à ces enfants. Alors, il s'agit absolument pas de faire du théâtre pour eux, mais au contraire de considérer que le plateau est le seul espace qui peut à peu près les réparer, les remettre droit, leur ouvrir les yeux et leur redonner leur jeunesse, cette jeunesse qui a été perdue. Et donc, voilà, pour terminer sur François Berreur, je le rappelle assez vite en lui disant, effectivement, l'intérêt de Benjamin pour le théâtre est absolument permanent. Ça commence d'ailleurs quand il est jeune étudiant. Il va en Italie. Et ce qui l'intéresse, ça n'est pas la peinture, ça n'est pas la grande tradition italienne, c'est le théâtre. Et dans son journal, on a de véritables critiques théâtrales des spectacles qu'il voit. Et ce travail de critique, il va le faire jusqu'à la fin. À Paris, par exemple, lors de ses nombreux séjours, c'est un spectateur assidu de la Comédie Française. Et on a vraiment des textes très très précis de toutes les premières de la Comédie Française, qui d'ailleurs à l'époque n'est pas du tout un musée, ou en tout cas une forme muséale de théâtre, mais qui au contraire est un lieu d'expérimentation, un lieu pour les jeunes dramaturges, un lieu où on aborde des sujets pas du tout consensuels, et donc un lieu qui produit beaucoup de scandales. Et j'ai découvert à cette occasion que Benjamin était passionné par les scandales. Les scandales au théâtre, c'est-à-dire le moment où la représentation ne va pas à son terme. Et du coup, ce qui l'intéresse évidemment, c'est de regarder ce qui se passe dans la salle. Quel est ce rapport entre la scène et la salle qui fait que soudain, un spectateur est capable de se lever et de dire stop. C'est effectivement un phénomène assez fascinant. Et donc voilà, peu à peu, je me mets à écrire cet essai, donnant évidemment la part belle à Asia Lassis, au mari d'Asia Lassis, parce que ça c'est quand même une histoire assez invraisemblable. Il y a des histoires de triangulation, il y en a beaucoup. Hélène Hessel, Stéphane Hessel et Henri-Pierre Rocher, par exemple, qui a donné le fameux film Jules et Jim. Là, il s'agit vraiment d'une triangulation où se met en place ce que Benjamin appelle une communauté de créateurs. Ce qui veut dire concrètement que Benjamin va écrire des textes à deux mains. On m'a fait remarquer que c'est 4 mains, c'est le piano. Deux mains, c'est-à-dire Benjamin et Asia Lassis vont écrire ensemble des textes justement sur ce théâtre pour enfants prolétarien, comme on disait à l'époque. Mais il va également écrire avec le mari qui est metteur en scène, qui est critique. Et quand il est tellement amoureux d'Asia Lassis qu'il se rend à Moscou, et de manière à peu près improvisée. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment attendu. Asia Lassis, à ce moment-là, est très malade, elle est en sanatorium. Et il va se retrouver, en fait, très isolé à Moscou, même si, effectivement, il va, du coup, être aux premières loges de tout ce nouveau théâtre russe qui s'invente, et dont il va parler avec une précision incroyable. Et il se retrouve avec le mari, Bernard Reich. Et au lieu de ce qui se passe normalement, à savoir que ce soit la guerre, ils s'entendent très bien, ils vont à tous les soirs, et ils écrivent des textes à deux mains, là aussi, qui sont également dans l'anthologie. Je termine là-dessus en disant, une fois que j'ai terminé ce livre, mon éditeur, François Berreur, qui est un vrai éditeur en ceci, qui sent les choses, il me dit, mais tous les textes que tu cites, on n'y a pas accès en français. Et je dis non, effectivement, ils sont dans les œuvres complètes, moi-même, je travaille avec les œuvres complètes espagnoles, donc c'est vraiment comme exhumé, comme ça, comme sauvé du feu
des bouts de papier, et il me répond, alors dans ce cas, on les publie. Et c'est ce qui a donné lieu donc au second volume, à l'anthologie des textes de Benjamin, qui n'est pas exhaustive, parce que si elle avait dû être exhaustive, ce serait 800 pages. C'était pas l'objectif. Ce qui est publié est bien publié. Voilà, on l'a évidemment éliminé, à savoir donc tout le travail sur Brecht, sa thèse de doctorat sur le drame baroque allemand, c'est-à-dire un genre complètement minoré, isolé, là aussi pris dans les plis de l'oubli, et qu'il va s'atteler à révéler en disant que il y a là un fil théâtral qui souterrain, secondaire, marginal, mais qui est un contrepoint essentiel à la grande histoire de la tragédie qui va des Grecs à la période classique. Et donc, une fois qu'on a enlevé tout ça, il reste quand même 200 pages de texte qui sont, alors vous allez le voir, si vous voulez creuser plus avant, qui sont vraiment extrêmement hétéroclites. C'est comme un kaléidoscope, au fond. Il y a des textes très littéraires, il y a des textes vraiment qui sont des recensions, des chroniques de ce qui se passe dans telle représentation. Il y a également à Moscou, ça c'est absolument passionnant, l'intérêt de Benjamin pour le public et pour la réaction du public. Et il y a par exemple, il est présent à Moscou au moment où il y a la première du Révisor, aussi dit inspecteur général de Gogol, par Meyerhold, qui est vraiment considéré comme un spectacle qui est une bascule du théâtre dans la modernité. Et Benjamin, plus que de faire une recension du spectacle lui-même, s'intéresse à la réaction du public russe. Et la réaction du public russe, c'est pas se retrouver comme ça en une rencontre d'après-spectacle ou non, c'est 500 personnes qui sont dans une salle, qui hurlent, qui s'insultent, quoi, qui rentrent dans un conflit, mais un conflit, on pourrait dire dialectisé, hein, avec cette idée: est-ce que l'art est au service de la révolution, oui ou non? Par exemple. Ouais. Donc c'est là qu'on voit que c'est pas juste un critique traditionnel, c'est aussi déjà le sociologue qu'il va devenir, ou du moins il est déjà en faire ce travail qui ensuite va donner lieu à on pourrait dire l'invention de la sociologie par l'école de Francfort. Je n'ai pas encore prononcé ce nom-là. Il est effectivement associé à l'école de Francfort. Effectivement, il travaille dans la même dynamique que l'école de Francfort, mais ça n'est pas un membre de l'école de Francfort parce que, et ça c'est tout l'objet de ma thèse de doctorat, Histoire d'Aura, il a été instrumentalisé par l'école de Francfort. Pour le dire simplement, et ça boucle le portrait de Benjamin, Benjamin n'a jamais choisi entre ses origines juives, son engagement marxiste avec Brecht. Il n'a pas tranché. Et c'est ça la force de sa pensée. C'est-à-dire qu'il continue à considérer que l'étude talmudique des textes, que l'étude en tant que telle, et que l'intérêt pour la théologie est absolument compatible et combinable avec un engagement marxiste, avec une lecture matérialiste du monde, ce qui du coup le met en porte-à-faux avec tout le monde. C'est-à-dire que Brecht le trouve mystique, les Adorno et Horkheimer, donc les fondateurs de l'école de Francfort, le trouvent beaucoup trop radical. Enfin, en gros, c'est le jeu entre les révolutionnaires et les sociodémocrates, quoi. Et Benjamin ne tranchera jamais. Il est vraiment pris comme dans un nœud de Möbius, voyez, où sa pensée n'est pas arrêtée. Voilà, on pourrait terminer là-dessus. Merci pour ce. Alors, pour parler du travail de théâtre, ce qui m'a frappé en découvrant les écrits sur le théâtre de Benjamin, et puis en découvrant ton livre, Les 1000 plateaux de Benjamin, c'est cette rencontre fondamentale dans son parcours avec Asia Lassis. Tu as parlé d'Asia Lassis, il y a un avant et un après. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que, après je dirai un petit mot de ce que préconise et de ce que pratique Asia Lassis sur un plateau de théâtre, c'est elle a été complètement effacée de l'histoire du théâtre. C'est une des personnes au XXe siècle les plus importantes dans l'entre-deux-guerres en théorie et en pratique dans le théâtre. Et cette femme a été complètement effacée. On peut parler après des modalités de son effacement. Et ce qui m'a impressionné, c'est en découvrant ce qu'elle préconisait.
ce qu'elle faisait. Alors tu as dit qu'effectivement, alors qu'on lui proposait la direction du Théâtre national de Riga, en Lettonie, elle est lettonne, elle est communiste, elle est très engagée dans la révolution, et comme tu l'as dit, elle refuse ce poste de grande directrice du Grand Théâtre de Riga pour essayer de faire du théâtre avec des enfants qui sont dans la rue, ces milliers d'orphelins qui sont dans la rue et qui sont complètement ensauvagés. D'ailleurs, quand elle va à leur rencontre, il y a des fois où elle est frappée, elle est violentée, elle est prise à part, etc. Mais néanmoins, elle continue, elle insiste, elle arrive à faire quelque chose. Après, tu raconteras peut-être comment elle travaille tu parleras peut-être de la façon dont elle travaille avec les enfants. Mais quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, j'ai été complètement stupéfait. Tu en parleras certainement plus en détail que moi, mais elle préconise un travail théâtral qui ne partirait pas donc d'un texte préexistant, du genre, bon, les enfants, on va monter les fourberies du Scapin, mais elle imagine un travail théâtral qui se ferait à partir du plateau, à partir de la scène, à partir de la présence des enfants dans un espace donné. Donc pas un théâtre pour les enfants, mais un théâtre par les enfants. Et ça m'a évidemment renvoyé à un concept que Bruno a inventé, a créé il y a plusieurs années, qui s'appelle écrivain de plateau. Il y a toute une collection chez les éditeurs, les solitaires intempestifs, qui est regroupée sous le titre écrivain de plateau. C'est un concept que Bruno a inventé à partir du travail de quelques maîtres de la scène européenne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je découvre, en lisant ses écrits, je découvre que ce que tu as conceptualisé dans les années 2000, je crois, écrivain de plateau, Agiel Assis le pratique dans ces années 20. Et je vais peut-être lire l'extrait que Marianne Dautrey. Marianne Dautrey, c'est la personne qui a travaillé à l'anthologie de ces écrits de Benjamin. Je vais vous lire. Et qui les a traduits. Il faut d'ailleurs rendre hommage à son travail qui est exceptionnel parce que traduire Benjamin est une chose très difficile. Alors, quelques lignes que je trouve très très claires pour parler du travail que cette femme fait. En 1918, dans la petite ville d'Orel, dans une Russie encore en proie à la guerre civile, avec des enfants livrés à eux-mêmes et happés par la violence de ce moment de bouleversement historique, la metteuse en scène lettonne, Agiel Assis, pratique un théâtre purement expérimental, une sorte d'écriture de plateau avant la lettre, pour reprendre le terme forgé par Bruno Takels. C'est elle qui apprend à Benjamin que l'on peut œuvrer sur une scène sans aucun texte, sans même aucune idée préalable de ce qui allait s'y produire, mais en partant de la seule présence des corps, de ceux qui allaient devenir, à tous les sens du terme, des acteurs. Sur le plateau s'engouffre le moment présent, avec son historicité, sa contingence aussi, et au sein de son espace délimité, chacun des enfants se voit accorder la liberté de jouer, de remettre en jeu son existence dans la pure interaction entre les corps. Une autre forme de transmission, une autre forme de circulation advient alors, qui ne passe plus ni par les textes, ni par la parole, ni même par la mise en scène ou la direction d'acteurs, mais de corps en corps, et offre enfin à ses enfants la possibilité d'exister ensemble comme des sujets sociaux et libres. Une transmission s'est produite qui a donné corps à un collectif affranchi de toute domination, ne subissant ni n'exerçant aucun autre pouvoir sur le monde environnant ou au sein du groupe, sinon celui d'exister. Je trouve que c'est un commentaire absolument d'une clarté incroyable sur ce qu'a tenté Agiel Assis et sur ce qu'elle a réussi à faire. Je fais une toute petite parenthèse. J'ai vu il y a quelques années un spectacle au Centre dramatique d'Aubervilliers qui était mis en scène par un metteur en scène qui s'appelle François-Michel Pesanti, qui fait d'ailleurs plus de mise en scène depuis très très longtemps. François-Michel Pesanti, c'est un metteur en scène d'origine marseillaise qui travaille un peu partout en Europe. Et il avait été invité par le Centre dramatique d'Aubervilliers à faire quelque chose. La directrice du théâtre d'Aubervilliers a invité quelques metteurs en scène à venir pendant 3 mois à Aubervilliers et à inventer quelque chose. Alors, des metteurs en scène venaient, ils arrivaient avec des textes, ils montaient
il montait des spectacles, il faisait des mises en scène de textes. Et François-Michel Pesanti, qui ne fait rien comme les autres, avait passé 3 mois, il dort pas, enfin, c'est quelqu'un qui dort très peu, il a passé 3 mois, en fait, dans tous les endroits les plus marginaux, les plus pauvres, les plus retirés, les terrains vagues, les squats, là où campent les immigrés sous le périphérique, etc., etc. Il avait rencontré des tas de gens comme ça, jour et nuit, il avait traîné pendant jour et nuit, il avait traîné comme ça, jour et nuit pendant 3 mois dans Aubervilliers. Et il avait fini par former, sans rien dire à personne, personne ne savait ce qu'il faisait. Il avait fini par rassembler 12 personnes qui avaient bien voulu le suivre. Donc, il avait rencontré dans des bars, sous le périphérique, dans le métro, dans des campements, dans des campements en carton. Il avait formé un groupe et il avait fait avec eux un travail théâtral exactement sur les principes que je viens de vous lire. Ça s'appelait Peine au pluriel. Peine au pluriel. Et donc, j'ai assisté à ce spectacle, qui est un des spectacles qui m'a, dans ma vie, je vais au théâtre depuis une quarantaine d'années, j'ai vu évidemment quelques spectacles qui m'ont vraiment bouleversé, beaucoup apporté. Ce spectacle en faisait partie, et ces 12 personnes étaient invitées incitées à venir sur le plateau, les unes après les autres. Elles ne disaient rien pendant 1 heure. Elles interagissaient ensemble. Il n'y avait donc pas un seul mot qui était prononcé. Il y avait de temps en temps un petit motif musical qui arrivait. Ah oui, il y avait un piano droit. Et il y avait régulièrement une personne qui jouait quelques notes sur ce piano. Et tout le travail théâtral qui nous était proposé, c'était comme une sorte de mise en intensité de ces présences qui ne manifestaient rien d'autre que leur présence, mais pas d'un point de vue narcissique, ce qui aurait été très pénible évidemment, mais simplement une exposition, montrer ces gens-là sans aucun misérabilisme, sans aucune intention de faire un spectacle, sans aucune intention dramaturgique, sans aucune intention de montrer quoi que ce soit. C'était simplement de créer de la présence pendant 1 heure. Et je pense que François-Michel Pesanti, vraiment, a travaillé à partir de ce principe-là. Et alors, découvrir que 100 ans auparavant, une femme qui s'appelle Asia Lassis a fait exactement la même chose avec des orphelins de la guerre, et que cette femme, en plus, j'y reviens, a été complètement effacée de l'histoire du théâtre. J'ai appris également en lisant ces 2 livres qu'elle a eu, par exemple, des idées absolument géniales pour Bertolt Brecht. Bon, Brecht, c'est quand même une grande aventure de l'intelligence théâtrale du XXe siècle, et que même certaines idées de Brecht qui ont contribué à la création du concept de distanciation dans l'histoire du théâtre ont été apportées par des idées de plateau très très concrètes d'Asia Lassis. Là, je vais te la laisser raconter une des idées de mise en jeu, de mise en scène d'Asia Lassis qui ont contribué à ce fameux concept de distanciation. Alors, peut-être reprendre la scène inaugurale, en effet. Donc, elle se dit, tous ces petits orphelins là dans le foyer, c'est pas avec eux qu'il me faut travailler. Et donc, elle va tous les matins sur la place du marché et elle essaie d'entrer en contact avec ceux qui sont vivants, mais comme tu l'as dit, sauvages, ou en tout cas qui ont une sorte de rage, et on les comprend, contre ce monde dans lequel on les plonge pour immédiatement les avoir cassés, en quelque sorte. Et ça se passe très mal, elle est en effet violentée, elle est bousculée par un chef de bande, et elle rentre dans le foyer, elle se met à travailler avec les petits vieillards, et elle essaye avec eux, ou plutôt, elle les laisse mettre en œuvre une scène de bataille de rue, justement. Une bataille de rue. Et ça se passe pas très bien, ça rame, c'est laborieux. Et soudain, elle entend derrière elle une voix qui dit « c'est pas comme ça qu'on fait ». Et c'est le chef de bande qui descend le gradin et qui prend le pouvoir sur le plateau. Elle raconte ça dans ce journal et elle dit, à partir de ce moment-là, c'est gagné. C'est gagné pourquoi? Parce que son projet n'est pas du tout de leur apporter ce dont il manquerait. C'est pas du tout ça. C'est au contraire de leur donner un espace où leur désir se réanime et où l'adulte, l'autorité, le metteur en scène, le pédagogue est totalement absent. Totalement absent. Il est simplement là pour rendre possible
cette espèce de nouveau médium où il n'y a plus de hiérarchie, tu l'as dit, c'est plus un texte qui domine, c'est plus un pédagogue qui a des idées réformistes, une pédagogie intelligente, c'est vraiment la logique du retrait. Plus l'adulte se retire, plus l'enfance peut reprendre ses droits. Alors tu as évoqué Pesanti, c'est très très beau comment tu as raconté cette histoire. Je vais en raconter une autre, donc les quelques finalement héritages très très... Il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Mais il y en a un héritage de cette histoire du théâtre. C'est Romeo Castellucci en Italie, à Cesena, où ils ont leur camp de base, on pourrait dire. Romeo Castellucci et sa sœur et l'ensemble du collectif ont très 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 explicitement réactivé les principes d'Aciel Assis en créant une école pour enfants, ou par les enfants, en effet, pendant 2 années, deux saisons, ou 2 années scolaires, avec un groupe d'élèves du collège de Cesena, et qui, prenant à la lettre Aciel Assis, faisait la chose suivante. En dehors des cours, bien sûr, c'était une activité en dehors des cours, les élèves étaient amenés par leur professeur dans le lieu de Castellucci, une ancienne fabrique magnifique, et là était aménagé un sas dans lequel les professeurs ne pouvaient pas rentrer. C'est-à-dire que ils étaient, leur tâche, c'était d'amener les enfants dans cet espace et à partir de là de se retirer. Il n'y avait plus aucun rapport à l'espace. Dans ce sas, les enfants se changeaient, étaient enduits de blanc et littéralement passaient dans un autre monde, le monde du plateau, le monde du théâtre, où, sans même l'avoir répété, parce que l'un des principes fondamentaux, on l'a pas dit, de ce théâtre défait de l'autorité du metteur en scène, c'est un théâtre de la liberté, de l'improvisation, de l'instant, justement. C'est dans l'instant que les choses se font. Et donc, les élèves commençaient de façon absolument naturelle, et quand même, il faut le dire, assez magique, à rentrer dans une histoire qui était là ou pas, sur laquelle ils intervenaient ou pas. Il y avait un cheval, il y avait toutes sortes d'éléments, mais qui étaient pour eux, c'est-à-dire qui n'étaient pas imposés à eux, mais qui étaient une proposition d'action. Et les professeurs, j'ai eu la chance d'assister à ce processus, c'est-à-dire une représentation. C'est pas du tout une représentation, c'est éventuellement on pourrait dire une action collective. Et les professeurs et donc les adultes avaient la possibilité de regarder ce qui avait lieu par des tout petits hublots, vraiment tout petits, qui finalement ne nous donnaient qu'un rapport indirect à la chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment aux antipodes de la frontalité où nous sommes ici, de l'idée qu'il y a la vérité là et qu'on la transmet. C'est tout l'inverse. À tel point d'ailleurs que ce projet a créé beaucoup de remous et en réalité a été censuré, je veux le dire comme ça. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, Bertolt Brecht, c'est l'assise. Donc, quand elle arrive à Berlin, elle est immédiatement engagée par Bertolt Brecht. C'est vous dire à quel point elle avait une aura, une puissance magnétique. Il l'engage comme assistante. Alors, c'est pas à Berlin, pardon, c'est à Munich, mise en scène à Munich. Et c'est donc Édouard II de Marlowe, le roi Édouard II, roi d'Angleterre. Et c'est une pièce très complexe où il y a des mouvements de soldats, un incroyable mouvement de foule qui est la chose la plus difficile à mettre en scène au théâtre. Comment faire apparaître une armée sur un plateau de théâtre sans que ça ait l'air ridicule. C'est une vraie question. Et d'ailleurs, Brecht n'y arrive pas. Brecht est vraiment complètement empêtré dans cette construction et il dit ces soldats sont ridicules, ils ne ressemblent à rien. Et puis il y a Karl Valentin qui est dans la salle. Et donc la conversation, c'est un vrai soldat, un soldat qui fait la guerre, il est épuisé, il est délabré, il est miné, il est blême. Et là, Aciel Assis part dans les coulisses, va chercher un grand seau de peinture blanche et avec un pinceau, elle fait deux traits sur le visage de chaque soldat, de façon donc pas du tout réaliste. Et soudain, Brecht dit, c'est ça. On y est. Et effectivement, il ajoute, cette scène-là, ce déclencheur-là, c'est l'invention de la distanciation. C'est le fameux effet de distanciation
l'idée que l'acteur ne doit pas incarner le personnage, mais au contraire le mettre à distance et le proposer à l'étude, comme dit Benjamin, en faire l'inventaire. Et cette invention, à la fois simple et magistrale, n'est jamais signée. Jamais, jamais dans l'histoire du théâtre, ni Brecht, ni, et c'est plus grave encore, ni Walter Benjamin, qui raconte cette scène. Cette scène est racontée par plusieurs personnes. Il ne cite l'auteur de cette scène, à savoir Asia Lassis. Comme si vraiment elle était, vous savez, dans ces fameuses photos soviétiques, là, comme si elle était détourée de la photo, parce que mise hors jeu. Je précise, quant à la biographie d'Asia Lassis, que malgré, peut-être à cause de son engagement radical pour le communisme, elle va passer 10 ans en camp et qu'elle va commenter d'une phrase extrêmement une phrase dans son journal. J'ai passé 10 ans dans un camp d'internement, dans un camp de travail. Elle n'en lira jamais plus. Et elle reprendra le travail, puisque jusque dans les années 70, elle meurt début des années 70, jusqu'à la fin de sa vie, elle va continuer à ouvrir sa porte avec Bernard Reich, à Riga, puisqu'ils vont mourir à Riga, aux jeunes compagnies, aux jeunes élèves, aux jeunes acteurs. Elle va continuer ce travail pédagogique jusqu'à la fin. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et je suis très heureux d'apprendre qu'il y a 2 projets de publication. Donc, tout ce dont je vous parle là est donc extrait de son journal, un journal qui a été traduit en français, mais qui malheureusement n'est plus accessible. Ça s'appelle Profession révolutionnaire, et qui, je l'ai appris, va être réédité, ainsi qu'un second texte qui va être traduit du russe. Donc j'espère qu'on va avoir la possibilité de la remettre dans la lumière, et pas pour des raisons académiques mais vraiment parce que je crois que pour les gens du plateau, pour les pédagogues, dans les écoles, c'est vraiment un incroyable levier pour penser aujourd'hui que fait-on dans une école, quoi. Qui me paraît une question importante. Qu'est-ce qu'on fait avec des élèves et comment, avec le théâtre, on peut effectivement, ça on le sait dans beaucoup de choses qui se font. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait dans le rapport théâtre et monde éducatif, mais on est quand même assez peu équipé et je crois que c'est vraiment important d'avoir ce genre de boîte à outils, on pourrait dire. Et d'ailleurs, quand on se met à réfléchir avec quelques praticiens, pédagogues de théâtre de nos entourages, je dirais Bruno, c'est vrai qu'on est toujours surpris par l'incroyable académisme qui règne dans les écoles de théâtre. On continue à préparer des scènes, à passer des scènes, etc., etc. Quand depuis 100 ans, des gens comme Asia Lassis, comme Brecht et autres ont ouvert des voies dont on est les héritiers en plus, qui sont pratiqués, dont on est les héritiers, etc. Mais malgré tout, au niveau de la pédagogie, au niveau des écoles, on a encore quand même beaucoup d'académisme. Alors, pour peut-être un dernier point qu'on peut aborder pour parler du rapport de Benjamin et du théâtre, et un point qui a à voir avec la question à qui on s'adresse, pourquoi et comment, c'est le rapport de Benjamin avec les nouvelles technologies. Donc j'ai découvert, donc ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait présupposer un peu bêtement, qu'il aurait été réactionnaire ou crispé sur la question des nouvelles technologies, à savoir dans son temps le cinéma, la photographie et la radio, mais qu'au contraire, là je vais te laisser parler Bruno, tu vas nous dire comment il s'est emparé de ces nouvelles technologies de son temps pour créer dans ces médiums-là, notamment beaucoup dans la radio, créer des propositions, des formes théâtrales, jusqu'à imaginer, tu en parleras certainement, des cabarets radiophoniques, et je vais te laisser en parler. En tout cas, voilà, c'est ce dernier point qui me paraît extrêmement éclairant et très stimulant pour penser aujourd'hui nos rapports à la technologie et à l'intelligence artificielle. Ce qu'a pressenti, ce qu'a vu Benjamin, je vous assure, nous parle encore aujourd'hui et on en a la preuve avec ces livres-là. Et tu vas peut-être maintenant nous en dire un mot. Je vais plutôt le lire. Je vais plutôt le lire et vous allez comprendre. La machine à écrire ne rendra étrangère au porte-plume la main de l'homme de lettres que le jour où la précision des mises en forme typographiques interviendra directement dans la conception de ces livres. Il est probable que l'on aura alors de nouveaux systèmes
avec une organisation plus souple de l'écriture. Ces systèmes mettront l'innervation des doigts qui ordonnent à la place de l'écriture courante. Franchement, systèmes qui mettront l'innervation des doigts qui ordonnent, il me semble qu'on a vraiment une définition de l'ordinateur qu'il n'a évidemment pas pu connaître. Et il dit par ailleurs, le livre est un intermédiaire, une zone intermédiaire entre un système de fichiers et un autre système de fichiers. C'est quand même assez stupéfiant. Il fait référence aux fichiers dans les bibliothèques, vous savez, où on mettait les fiches, hein, ou alors les fiches que font les écrivains à l'époque pour synthétiser leur lecture, les fiches de lecture. Donc le livre est un intermédiaire entre un système de fichiers et un autre système de fichiers. On voit là quelque chose d'incroyablement visionnaire. Mais pour te répondre davantage sur le temps, sur son époque, il voit donc l'invention de la radio. Hein. Je vous disais qu'il a travaillé à la radio en 28, 29, 30, 31 un peu, 4 ans. La radio s'est inventée 5 ans plus tôt. Donc on est vraiment dans une espèce de... On ne sait rien de ce médium. Et immédiatement, et c'est très rare à son époque, très peu d'intellectuels ont cette espèce de... C'est plus que de la curiosité, c'est une espèce d'acceptation que la technique n'est pas l'ennemi de la pensée, n'est pas l'ennemi de l'art. Alors que vous avez cette espèce de refrain à toutes les époques, la photographie va tuer la peinture, le cinéma va détruire le théâtre, Internet va détruire le livre. On a sans arrêt cette espèce de sentiment qui est complètement la pente de Martin Heidegger, que la technique, c'est une destruction de la pensée, qu'elle met en crise la pensée et qu'elle en est l'ennemi. Benjamin pense exactement le contraire. Il considère que la technique est le meilleur allié de l'art. Et sur la photographie, il a cette phrase assez incroyable de se dire la question n'est pas du tout de savoir si la photographie serait un art ou pas. La question est de savoir qu'est-ce que la photographie fait à l'art de notre temps. Et sa réponse est la photographie permet à la peinture de se libérer de l'obligation de la représentation. Voilà. Et du coup, la peinture peut faire autre chose. La peinture se libère. La peinture peut travailler sur les formes. Elle peut travailler sur la non-représentation ou sur la mise en crise de la représentation. Et à l'évidence, quand arrive la radio et le cinéma, il est absolument convaincu que ça va révolutionner l'art, que ça va permettre de nouvelles modalités de l'art. Raison pour laquelle il va à la radio, d'une certaine manière, pour appliquer les théories de Brecht, c'est-à-dire pour trouver des formes qui parlent au public d'aujourd'hui et surtout qui parlent au non-public, à ceux qui ne vont pas au théâtre. Et il faut imaginer que dans les années 29-30, il y avait un grand engouement pour la radio et que on commence à inventer l'interaction, l'interactivité, comme on dit. Et les projets de Benjamin, donc il a écrit plus d'une centaine de pièces, de projets radiophoniques. Pas tous, mais un certain nombre d'entre eux sont construits avec l'idée qu'il y a un sujet, une proposition, un problème à résoudre. Comment demander une augmentation à son patron, par exemple. Et il y a donc une écriture avec des acteurs qui prennent en charge cette forme. Et dans une deuxième partie, les auditeurs sont amenés à réagir, à téléphoner, à prendre position sur ce sujet. Il a essentiellement, on revient au thème de l'enfance, il a essentiellement consacré ses émissions à la jeunesse. Alors c'est pas du tout un hasard, c'est en fait un choix stratégique. C'est-à-dire que il faut bien imaginer l'Allemagne de 1928, c'est déjà un pays sous le boisseau. Il y a déjà une chape de plomb terrifiante et a fortiori quand on est juif, bien que juif intégré, totalement, on dit pas ce qu'on veut. On dit pas ce qu'on veut et par conséquent, Benjamin utilise les émissions pour enfants pour en réalité, il écrit une série de conférences pour les enfants sur des sujets tous plus subversifs les uns que les autres, c'est-à-dire les sorcières, les tziganes, les escrocs, les marchands ambulants, les banlieues pourries. Enfin, vraiment, c'est pas du tout consensuel, quoi. Et comme évidemment c'est un programme pour les enfants, la censure est beaucoup moins attentive. Et en réalité, il arrive à faire passer des choses qui sont pas du tout adressées aux enfants, mais à leurs parents.
Et d'ailleurs, à un moment donné, ça va mal se passer parce que il met en place ce système interactif où les enfants peuvent intervenir après la diffusion de l'émission. Ça va avoir lieu 2 fois. Et à la 3e, en haut lieu, la sanction tombe. Les enfants sont interdits d'antenne. Les enfants ne peuvent pas prendre la parole à la radio. Donc, vous voyez, il a vraiment compris que c'était un enjeu politique, la radio. Il n'est évidemment pas dupe sur l'idée que et le cinéma et la radio peuvent devenir de terribles outils de propagande, bien évidemment, puisqu'il considère que le cinéma, tel qu'il est régi aujourd'hui dans le monde dans lequel il vit, est complètement sous la coupe du capital et que par conséquent, c'est une forme de subordination, de modelage de la société, mais il considère que un autre cinéma est possible. Il en voit les traces dans Mickey Mouse, par exemple, qu'il voit comme une espèce de modèle de la liberté, au fond de celui qui complètement secoué par les secousses du capitalisme, en réalité le transforme en liberté et en sort gagnant. Une phrase absolument magnifique où il dit que les ouvriers qui vont le soir au cinéma viennent en fait après une journée de travail, c'est-à-dire après une journée sur un banc de montage essentiellement. La mécanicité, la fabrication machinique des marchandises, c'est du montage. Monter, agencer une radio, une télévision, une voiture. Et ces ouvriers qui ont été complètement arasés par cette journée de montage viennent voir des acteurs qui eux aussi sont passés par le banc de montage, mais pas le banc de montage de la fabrique, le banc de montage du studio, et qui, dit Benjamin, vont leur permettre de prendre leur revanche. Ils voient dans le cinéma véritablement un déclic qui permet aux personnes aliénées par le capitalisme de retrouver une forme de liberté. Et cette charge politique du cinéma, il me semble qu'elle continue, même de manière évidemment diffuse, de manière c'est pas mainstream, mais néanmoins il y a une incroyable force politique du cinéma. Et je veux juste terminer en citant un exemple. Grâce à Dieu, ce film de François Ozon, qui raconte donc la réaction, le positionnement de l'Église finalement face à sa propre histoire, face à sa propre violence, les violences sexuelles. Eh bien, ce film a permis à un grand nombre de victimes de ces abus, de ces violences, de prendre la parole, de se remettre droit. Et j'ai un ami qui m'a dit, sans ce film, je serais mort. Voilà. Donc ce que dit Benjamin n'est pas tout à fait faux. C'est évidemment très minoritaire. C'est malheureusement le capitalisme non seulement n'a pas cessé, mais n'a pas cessé de radicaliser sa prise de pouvoir sur l'ensemble des médiums jusqu'à Internet, qui aurait pu ne pas être pris par le capitalisme, qui aurait pu rester un service public, mais qui bien évidemment aujourd'hui est aux mains de quelques monstres qui effectivement laissent peu de marge de manœuvre. Mais l'idée, c'est que la technique toujours nous permet d'ouvrir une fenêtre, voilà, d'ouvrir une porte, d'ouvrir un chemin de traverse. Et nous permet d'élargir les publics. Et on dirait vraiment que Brecht comme Benjamin sont portés en permanence par le souci comment élargir les publics, comment aussi, avec aussi toujours un souci pédagogique. Et j'aime énormément la métaphore de Brecht. Brecht disait, mais comment ça se fait que les gens qui vont au théâtre n'arrivent pas à acquérir, et ça va être son effort, des règles de base pour regarder un spectacle. Et Brecht parle des supporters de sport. Bon, et moi-même étant amateur de sport, de football ou de tennis, je me rends compte que depuis plus de 50 ans, je vais au stade avec des gens de tous les milieux sociaux, dont il y en a beaucoup qui savent décrypter un match de foot. C'est-à-dire, bon, quand ça marche pas, la tactique qui est mise en place, pourquoi elle marche pas, etc. Au tennis, c'est pareil. Bon, au tennis, c'est un autre public, bien que ça soit pas mal démocratisé. Mais... Donc, il y a énormément d'amateurs de football dans des stades qui savent lire un match de football, le décrypter. Et Brecht dit, on doit être quand même en mesure, nous, en Allemagne et en Russie soviétique, de
de faire cette proposition pédagogique, de savoir lire un spectacle, de décrypter un spectacle, en comprendre les enjeux dramaturgiques, les enjeux esthétiques. Je trouve que c'est une métaphore qui est très très parlante. Ouais. Créer un public de spécialistes. Créer un public de spécialistes, voilà. Mais ceux qui étaient vraiment à la portée de tout le monde. Et on se rend compte dans ces époques-là, avec Chaplin ou avec Buster Keaton, bon, ça marche avec tout le monde. Créer un public de spécialistes, ce qui ne veut pas dire un public de gens qui savent contre ceux qui ne savent pas, mais au contraire un public de gens qui partagent des connaissances. Tu parles du football, on pourrait parler de la corrida, par exemple. Une tertulia, c'est vraiment ça. C'est un public de gens qui savent regarder, qui observent, qui commentent, qui se contredisent. Tu parles de Brecht, je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est une très belle histoire qui m'a été racontée par Matthias Langhoff. Donc c'est vraiment une affaire de transmission. Matthias Langhoff, qui est le dernier élève de Helen Weigel, la femme de Brecht, et qui me racontait que Brecht, certes, a théorisé sur la radio, mais il a aussi fait quelques expérimentations. Et notamment, il a fait les fameuses pièces didactiques. Certaines ont été diffusées à la radio avec cette règle du jeu très simple. Les acteurs sont chargés des parties dialoguées, pendant que, à l'époque, évidemment, les gens qui écoutaient la radio étaient abonnés. Il fallait avoir un abonnement et on recevait le programme, les informations relatives au programme. Et Brecht a demandé à ce que, au programme des abonnés, soient ajoutés les chœurs de la pièce. Ce qui veut dire que quand la pièce radiophonique était jouée en direct par les acteurs, ils disaient le dialogue, et puis soudain il y avait un silence. Et là, dans chacune des maisons où il y avait une radio, et certes il n'y en avait pas partout, maison qui d'ailleurs du coup regroupait un public. On a nous tendance à penser que la radio est individuelle, personnelle. C'est pas du tout vrai. La radio, en fait, peut et devrait être collective. C'est très curieux, on n'a jamais. Et là, dans les foyers, les gens se mettaient à dire le texte du chœur qu'ils avaient reçu par la poste et qui, je trouve, est alors magnifique allégorie de ce public à la fois privilégié, mais aussi acteur. Qui n'est pas simplement dans un rôle de passivité, mais qui prend la parole. Je crois peut-être que Bruno, c'est peut-être le temps de laisser d'ouvrir vers le public. Merci pour votre attention. Et comme à Bastia avant-hier, eh bien, nous avons été heureux de discuter ensuite avec les personnes présentes. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions, faire des remarques. On est là pour ça aussi. En tout cas, merci de votre attention. Merci de ce très bel échange et de cette conférence qui nous a beaucoup appris certains aspects également de Walter Benjamin. Je voulais, vous avez insisté sur le fait que pour Walter Benjamin, la création également de l'œuvre d'art ne devait pas, enfin la peinture ne devait pas craindre l'apparition également de la photo ou d'autres types également de techniques. Il n'était pas du genre à se lamenter contre également une modernité au nom d'un idéal, d'un Éden également passé. Par contre, il insistait quand même sur le fait que dans la création, il y a un moment, le moment où on crée, qui ne peut pas se reproduire également aussi à l'identique. Donc, en ce sens, il s'oppose par exemple à Andy Warhol et au pop art, qui justement, dans le fondement même, souhaitait reproduire à l'identique un grand nombre d'œuvres. Et pourtant, dans le pop art, le but, c'est de rendre l'art également c'est accessible au plus grand nombre. Walter Benjamin, comme Brecht, voulait intéresser aussi un très large, également aussi public. Donc, comment concilier cette magie de la création, ce moment intrinsèque et qui ne se reproduit pas, comme aurait dit Jean Kelevitch, donc un moment qui est particulier, avec l'apparition de la technique qui, elle, permet justement ces reproductions-là. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau? Il a affronté cette contradiction. Et ce qui est sûr, c'est que là, vous faites allusion, évidemment, à l'aura. Voilà, ce tableau a une aura. Ce tableau a une aura parce qu'il est unique. Et parce qu'il est ici avec nous. Et si je regarde de chez moi une carte postale de ce même tableau, il n'a pas d'aura. L'aura de ce tableau disparaît. Mais cela ne veut pas dire
que dans la disparition de cette aura, il n'y a pas quelque chose qui est gagné, c'est-à-dire justement la reproduction et le fait que de nouveaux usages auratiques sont possibles. C'est-à-dire qu'en fait, l'aura ne disparaît jamais. L'aura revient toujours d'une façon ou d'une autre. J'évoquais l'idée d'une copie qui devient tellement précieuse parce que le monde est en guerre, parce que tout part à volo, la copie devient unique. Donc, il n'avait pas du tout ce fantasme de si c'est en série, c'est mauvais, pas du tout, du tout. Il appréciait énormément Duchamp, par exemple. Il y a une page sur Duchamp où l'on voit très très clairement que cette mise en crise de l'art par Duchamp, qui justement assume l'idée que l'art doit affronter le reproductible, que l'art doit affronter la machine, que l'art doit affronter la marchandise. Il est complètement en accord avec ça. Si vous voulez, l'aura ne disparaît jamais, l'aura est mise à l'épreuve par la technique, mais elle en sort, non pas grandie, mais déplacée. Voilà, déplacée. On pourrait prendre l'exemple de ce musée. Ce musée, c'est un musée familial, très clairement. C'est bien l'histoire d'une famille. Donc, à aucun moment, ce qui est fabriqué ici, alors pas tout, mais certes, les tableaux, les portraits liés à la famille de Napoléon sont à l'évidence à usage familial. C'est-à-dire ne sont pas pensés pour être exposés. L'art cultuel, dit Benjamin, sert au culte, c'est-à-dire ne sert pas à l'exposition. L'exemple célèbre, c'est les cathédrales, dont l'ensemble de l'écriture n'est pas dirigé vers les hommes, mais vers le ciel. Certes, nous en avons fini avec ce monde cultuel, mais en réalité, dans chaque lieu d'exposition, il y a du culte. Ici, c'est un lieu cultuel. Je peux vous dire qu'on ne parle pas pareil, je vérifie, dans un musée que dans une librairie. C'est un lieu extrêmement chargé par la charge oratique du lieu. Un musée est devenu oratique. Et d'ailleurs, il est associé à une chapelle. Vous voyez bien que toutes ces choses ne sont pas tranchées. Je reprends la formule du nœud de Möbius. Il y a vraiment quelque chose comme, oui, l'eau qui coule. L'aura toujours retrouve sa force, non pas identique, mais déplacée. Et justement, une force oratique déplacée, c'est une force oratique qui n'est plus dominante, qui ne s'impose plus comme une autorité. Finalement, le musée, c'est une autorité. C'est une série d'autorités. Dès le moment où un musée se déplace dans la carte postale, ou aujourd'hui sur un site internet, il y a quelque chose de l'autorité de l'art qui tombe, qui disparaît, pour donner la possibilité de faire d'autres choses. Et je suis absolument convaincu, puisque tu parlais d'intelligence artificielle, que Benjamin serait fanatique de cette mise en crise de l'autorité, de l'original, de la propriété privée. Il était absolument pas copyright, il était copyleft. Il pensait vraiment que les œuvres n'avaient pas que les œuvres avaient à sortir des frontières de la propriété. Lui-même d'ailleurs avait une certaine conception du vol comme une chose juste et nécessaire. Il disait, pour constituer une bibliothèque, le premier principe à suivre est écrire soi-même les livres ou les voler dans une bibliothèque. Vous voyez, donc, l'idée que les livres aujourd'hui sortent des bibliothèques, qu'on puisse avoir dans son téléphone toutes les œuvres de Benjamin, par exemple, c'est incroyable aujourd'hui, ce lien qui vous emmène dans l'ensemble des œuvres, 20 volumes de Surkamp. C'est vraiment un déplacement qui, d'une certaine manière, enlève l'autorité unique de l'aura, mais qui permet d'incroyables voyages et tout aussi passionnants. Enfin, il n'y a pas de perte. Voilà. Chez Benjamin, il n'y a aucune nostalgie, il n'y a rien n'est perdu, tout se transforme. Oui, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressiez autant à Walter Benjamin? Comment vous l'avez découvert? C'est quoi le démarrage je vous l'ai dit, ce séminaire sur la Genèse, au début était le Verbe, et pendant des mois et des mois, nous avons lu ce texte. C'est ça qui vous a fait... Et ça m'a semblé ouvrir des perspectives que Heidegger n'ouvrait pas, oui. Parce que c'est une quête sans fin, là. J'espère qu'elle aura une fin, oui. Tellement le personnage est riche, tellement il y a de choses. Moi, j'observe juste, je trouve tout ce qui s'est passé est assez optimiste, presque, y compris Isia, mais néanmoins, il s'est tué à la fin de sa vie. Voilà, juste. Donc, parce que c'est vraiment par rapport à l'intelligence artificielle, c'est épatant, parce que c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile pour nous, et au fond, cet accueil à la radio, à la télé, bon, cet esprit de progrès, d'avancée, c'est fantastique, mais c'est quand même tué. L'esprit de progrès. Ouh là là, non,
C'est ça le paradoxe. Oui, il s'intéresse à la technique, mais pour dire que ceux qui croient que ces choses-là vont nous faire progresser se trompent. La technique ne peut faire progresser que l'aliénation. Si on reste pris dans les schémas du progrès, le progrès n'existe pas pour Benjamin. On ne progresse jamais. Et par exemple, cette phrase, plus jamais ça, considère que c'est un mensonge et que, plus grave encore, dire plus jamais ça, c'est faire confiance à un progrès qui n'existe pas. Et il me semble que l'histoire nous le démontre tristement, puisque, évidemment, il a commenté cette phrase entre les deux guerres. Vous voyez, le plus jamais ça est revenu après la Deuxième Guerre mondiale. Le plus jamais ça est ce qu'on dit, au fond, systématiquement quand on sort d'un conflit. Mais alors ça, c'est croire dans le progrès de l'humanité. Et Benjamin, alors au contraire, c'est la fameuse image de l'ange, considère que notre histoire humaine n'est jamais que l'amoncellement, vu depuis l'endroit de l'ange, d'une seule et unique catastrophe. Donc il n'est pas si positif que ça, mais moi ce que je crois, c'est que dans cette lucidité, il y a une énergie vitale formidable, évidemment, et c'est ça qui doit nous tenir, la lucidité. Quand on lit la biographie de Benjamin, pour répondre à ta question, Michel, à répondre. Pour aller dans le sens de ta question, de ce qui est frappant, c'est surtout la fatigue. C'est-à-dire, et comme dit Bruno, c'est vrai qu'il quitte Berlin quand même en 33, quasiment juste avant qu'on commence à brûler ses propres livres. On brûle les livres de Benjamin à Berlin sur la place publique en mai 33. Je crois qu'il part juste un petit peu avant. Il se réfugie à Paris, il quitte Paris au dernier moment. Et quand il passe les Pyrénées et qu'il essaie de marcher pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et au bout d'un moment, il finit par se tuer. Et il pense. Alors il y a eu aussi un événement important, je crois. Nous, pour en dire un mot, c'est qu'il y a eu un changement au niveau de la politique de Vichy, au niveau des visas. Il est à Marseille, il pense qu'il a le bon visa pour passer par les Pyrénées, et entre-temps, il y a un petit temps là où la politique des visas change, et où il se rend compte qu'en fait, il va être bloqué. Et quand même, voilà, il faut s'imaginer quand même à ce moment-là un type comme Benjamin et comme tant d'autres qui sont contemporains de la montée du nazisme en Allemagne, où on tue des juifs dans la rue à coups de poing. On tue des gens dans la rue à coups de poing, des juifs, des opposants. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup ressenti dans le livre, dans la biographie, c'est une fatigue, mais Sur d'épuisement. on sent qu'à la fin, quoi, le simple fait de se lever, de mettre son pantalon, on sent que c'est un exploit, quoi. Quand il faut en plus franchir les Pyrénées à pied, bon, il finit par se tuer, par se Mais son suicider. suicide est plus un épuisement, enfin, comme C'est un épuisement. comme une bougie qui s'arrête. Et pour terminer sur une phrase, en effet pleine d'espoir, mais terrible, il dit la politique aujourd'hui, c'est organiser le pessimisme. C'est-à-dire qu'il est organiser le pessimisme.